'cause we're gonna be legends. Alors, étude de cas sur le Covid-19. Donc, en sommaire, nous allons d'abord déterminer l'équation de la trajectoire. Ensuite, nous allons déterminer l'équation de la portée d'un postillon. Puis, nous déterminerons l'équation de la parabole de sûreté. Et nous terminerons par un lien entre la portée et la parabole de sûreté. Et nous terminerons évidemment avec une application numérique pour voir si la distance préconisée par le gouvernement, qui est de 1 mètre, est correcte ou est à revoir. Les outils mathématiques dont on aura besoin dans cette étude, alors il y a les vecteurs, les équations du second degré, les fonctions, la trigonométrie, la notion de dérivée et les primitives. Alors pour les outils physiques, on aura besoin du PFD, autrement dit le principe fondamental de la dynamique. C'est ce qu'on appelle la seconde loi de Newton. On aura aussi besoin de la notion de quantité de mouvement, P, et puis évidemment la notion de vitesse et accélération. Allez, c'est parti, nous commençons. Donc premièrement, nous allons d'abord établir les équations horaires du mouvement. Horaire, pourquoi ? Parce que ces équations vont dépendre explicitement du temps. Ça sera toujours une fonction du temps. Pour cela, on se place tout d'abord dans un repère orthonormé OIJ, avec O le centre du repère et IJ des vecteurs unitaires qui sont perpendiculaires entre eux. Le repère, on l'appelle X, les axes X et Y. Il est dans le sens direct et nous traçons la trajectoire en vert. Nous allons tracer le vecteur V0 qui est la vitesse initiale et il fait un angle alpha avec un axe qui est parallèle à l'axe des X. On peut le voir sur le schéma. Le vecteur accélération de la pesanteur, il est noté et il vaut -g selon l'axe des Y. La pesanteur a tendance à nous ramener vers le centre de la Terre. C'est pour ça qu'il est dans le sens opposé des Y. Ensuite, le postillon part d'une altitude initiale h. Parce qu'un être humain, quand il éternue, c'est pas au niveau du sol, c'est à 1,75 m environ, puisque le postillon sort de sa bouche. Le référentiel, c'est le sol, et il est supposé galiléen. C'est une condition importante pour la suite. Le système étudié, donc, c'est le postillon. On considère qu'il n'y en a qu'un, même si dans un éternuement, il y en a plusieurs. Ensuite, l'accélération de la pesanteur vaut 9,81 mètres par seconde carré. Et petite remarque, alors ce qui est important dans ce texte, ce sont ce qu'on appelle les conditions initiales. Il y a les conditions initiales portant sur la vitesse et il y aura les conditions initiales portant sur la position. Et elles sont déjà dans ce texte. Alors, il y a la vitesse initiale, V0. Donc ça, ce sont des conditions initiales sur la vitesse à l'instant t égale 0. Et il y a des conditions initiales sur la position, donc sur la position initiale qui sont donc dans le texte. Pour appliquer le PFD, il y a quelques conditions à respecter. Le référentiel doit être galiléen. Dans notre cas, c'est bon. Le référentiel, c'est le sol qui est supposé galiléen. Le système, c'est-à-dire ce à quoi on va appliquer les forces extérieures, c'est le postillon. Et les forces extérieures en jeu, c'est juste le poids. Sachant que les frottements sont, dans ce cas, négligés. Alors, le poids P, il est égal à mg. Attention de ne pas confondre le poids et la masse. La masse est en kilogrammes, le poids est en newton. Alors, on peut donc appliquer le principe fondamental de la dynamique. Somme des forces extérieures est égale à dp sur dt. Avec P, la quantité de mouvement qui est égale à m fois v. M étant la masse du système étudié, donc dans notre cas la masse du postillon, et V, la vitesse de notre postillon. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ou qui ne savent plus ce qu'est une dérivée, je vous renvoie vers ma vidéo sur la dérivation.
Et pour ceux qui ne se souviendraient plus de ce qu'est un vecteur ou qui veulent découvrir la notion de vecteur, je vous renvoie vers cette autre vidéo. On reprend. On a alors dp sur dt est égal, donc on remplace p par son expression, et on reconnaît la dérivée d'un produit. Et nous avons l'expression suivante, mdv sur dt plus vdm sur dt. C'est ce que l'on appelle une dérivée de fonction vectorielle. Parce qu'à chaque fois, nous aurons une fonction vectorielle plus une autre fonction vectorielle. La masse est constante. On suppose qu'elle est constante. Donc la dérivée temporelle de notre masse, elle est nulle. Dérivée temporelle, c'est-à-dire est-ce que notre masse varie au cours du temps lors de sa trajectoire? Eh bien non. La masse de notre postillon, on considère que c'est exactement la même du début jusqu'à la fin de sa trajectoire. Donc cette dérivée est nulle. La dérivée d'une constante est nulle. Nous retombons sur la formule très connue, somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération, en notation vectorielle. Par définition, on a l'accélération qui est égale à dv sur dt. Ensuite, on a p est égal à ma. P c'est égal à mg. Nous avons donc A est égal à G en notation vectorielle parce que la masse est différente de 0. Maintenant, nous allons projeter cette équation vectorielle, parce qu'il n'y en a qu'une, selon les axes de notre repère, c'est-à-dire les axes x et y. On aura donc deux équations scalaires. Je m'explique, la différence, c'est qu'une équation vectorielle, ça concerne les vecteurs, et des équations scalaires, il n'y aura plus de vecteurs. Alors, regardons la projection de notre équation vectorielle selon l'axe x. Selon l'axe x, l'accélération est nulle. Il n'y a aucune accélération selon l'axe horizontal. Donc l'accélération est nulle. Par contre, pour ce qui est de l'axe y, donc l'altitude, nous avons une accélération. Laquelle? Celle de la pesanteur, l'accélération de la pesanteur. Et comme notre postillon a une masse, il a également un poids qui tend à le faire aller vers le bas. Donc on a une accélération qui vaut en module g. Il y a un moins, pourquoi? Parce que on est dans le sens opposé des y. Donc on a AY est égal à moins g. Petit rappel, P est égal à mg, c'est égal à moins mg selon l'axe des y, parce que g est égal à moins g selon y. Alors on peut l'écrire d'une autre façon, on peut l'écrire comme mg selon y avec un moins est égal à la masse fois l'accélération selon les x plus une accélération selon les y. Et à partir de là, on a donc deux équations, une pour les y, une pour les x. Donc c'est une autre façon de voir les choses, mais ça revient au même. Une fois qu'on a cela, on va intégrer ces équations scalaires, puisqu'il n'y a plus de vecteurs, et on les intègre par rapport à quoi? Par rapport au temps. L'accélération selon l'axe des x, ça vaut dvx sur dt. Pourquoi? Parce que par définition, comme on l'a dit, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à une accélération. Et elle vaut 0. D'où, lorsqu'on intègre, eh bien, le dt, ils vont se simplifier. Il va nous rester la primitive de dvx et le d pour dire dérivée et l'intégrale vont s'annuler. Et il va nous rester quoi? Il va nous rester vx. De l'autre côté, on va intégrer 0. C'est-à-dire quelle fonction, lorsque je la dérive, me donne 0? Eh bien, c'est la fonction constante. C'est pour ça qu'on a Vx égale une certaine constante, on appelle C1, avec C1 un nombre réel. On va la déterminer par la suite grâce aux conditions initiales, lesquelles les conditions initiales portant sur la vitesse. On fait le même raisonnement avec l'accélération selon les y. Sauf que cette fois, cette accélération ne vaut plus 0, elle vaut moins g. Donc on aura Vy est égal à, et quelle est la primitive d'une constante? C'est cette constante fois le temps. C'est pour ça qu'on a moins g fois t, puisqu'on intègre par rapport au temps, et toujours, attention, plus c2. Une primitive, c'est à une constante près. On a une infinité de primitives, puisque cette constante
peut valoir ce qu'on veut. Dès lors qu'on a des conditions initiales, on va déterminer notre constant d'intégration et là, notre primitive sera unique puisqu'on aura une seule constante qui sera déterminée. Alors justement, on va déterminer C1 et C2 donc grâce à ces conditions initiales portant sur la vitesse. Donc à t égale 0, qu'est-ce qu'il nous dit l'énoncé? Alors le vecteur V0 fait un angle alpha avec un axe parallèle à celui des axes des x. Donc V0, on va le réécrire comme V0 cos alpha selon l'axe des x plus V0 sin alpha selon l'axe des y. Voilà un petit schéma pour rappeler comment on fait des projections en trigonométrie dans un triangle rectangle. D'ailleurs, je ferai un cours sur ça. Si vous n'avez pas encore vu ce qu'est la trigonométrie, vous voulez des rappels, cliquez sur le lien. Alors, le vecteur V0, quand on prend sa norme, on l'écrit norme du vecteur V0. Nous, on va l'écrire juste V0 pour simplifier les notations. Mais c'est ce que ça sous-entend. Quand on parle de module ou de norme, c'est la valeur numérique. Là, notre valeur numérique, elle vaut V0. On peut toujours décomposer un vecteur comme la somme de deux vecteurs dans un repère orthonormé. Donc un vecteur selon l'axe des x et un autre selon l'axe des y. Donc c'est ce qu'on appelle une relation de Chasles. Pareil, je ferai une vidéo sur les vecteurs. À t égale 0, Vx de t égale 0 égale V0 cos alpha. Et Vx de t égale 0 est égal à C1. Alors, V de x, il vaut C1 pour tout t. C'est une fonction constante. Elle vaut tout le temps C1. Donc, pour le temps t égale à 0, elle vaut également C1. Mais on a une condition initiale qui est que pour autant t égale 0, eh bien, notre vitesse initiale, elle vaut V0 fois cos alpha. Les deux expressions étant égales, on égalise et V cos alpha est égal à C1. On a trouvé la valeur de notre constante C1, on la réinjecte dans la formule qu'on a vue précédemment de la vitesse selon l'axe des x et on a V de x de t est égal à V0 cos alpha. Donc c'est une fonction qui dépend du temps. Là, ce que l'on a fait, c'est calculer l'image d'une fonction. Ensuite, à t égale 0, on va faire le même raisonnement pour la vitesse selon les y. Donc on remplace t par 0 et on a moins g fois 0 plus c2. Et d'autre part, on a vy de t égale à 0. Sa condition initiale à lui, c'est quoi? C'est v0 sin alpha. Et en égalisant donc ces deux expressions, on obtient quoi? C2 égale V0 sin alpha. On a trouvé notre constante C2, donc au final, on la remplace dans notre expression précédente et on a Vy de t égale moins gt plus V0 sin alpha. On a les équations de la vitesse selon les axes x et y. Nous, ce que l'on aimerait, c'est x et y de t. On va donc réintégrer ces équations pour avoir les équations horaires du mouvement. On intègre toujours par rapport au temps t. Par définition, v, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc Vx, ça va être d de x de t sur dt, ou dx sur dt. Et pour Vy, ça sera dy sur dt. On va intégrer donc ces équations. En les intégrant, eh bien, on a x de t et y de t. Donc pour x de t, on aura V0 cos alpha, c'est une constante par rapport au temps. Donc on multiplie par t, d'où V0 cos alpha fois t, est toujours défini à une constante près. Donc plus une autre constante, qu'on va appeler C3. Et puis pour y de t, eh bien, on a moins gt plus V0 sin alpha. Donc on aura comme primitive moins g fois, primitive de t c'est t carré sur 2, donc moins gt carré sur 2, plus V0 sin alpha, c'est une constante par rapport au temps, donc fois t. Et on a y de t égale moins gt carré sur 2, plus V0 sin alpha t, plus une constante d'intégration qu'on appelle C4. Donc C4 toujours en réel, C3 aussi, et on détermine C3 et C4 toujours grâce à des conditions initiales. Pas les mêmes que précédemment, on va utiliser cette fois les conditions initiales par rapport à la position.
La position initiale, c'est quoi? C'est h. Le postillon part à une altitude h. Donc, on écrit OM0, qui veut dire la même chose que OM à t égale 0, est égal à, selon les x, eh bien, on est à 0. Par contre, selon les y, on part avec une hauteur initiale. D'où 0 selon les x plus h selon les y. Donc OM0, c'est ce qu'on appelle le vecteur position initiale ou le vecteur position au temps t égale 0. On refait donc le même procédé. À t égale 0, la position initiale selon les x à t égale 0, elle vaut quoi? Elle vaut 0, d'une part. Et d'autre part, on reprend notre expression qu'on a trouvée précédemment et on remplace t par 0. On aura donc V0 fois 0 fois cos alpha plus C3. On égalise nos deux expressions et on obtient C3 égale 0. Et on a x de t égale V0t cos alpha. On note cette relation 1. Même raisonnement, même procédé pour y de t. Donc y de t égale 0. Par les conditions initiales, on a h. Et d'autre part, on a moins g fois 0 carré divisé par 2 plus v0 fois 0 fois sin alpha plus c4. En égalisant, on obtient c4 égale à h. On remplace notre c4 dans l'expression précédente et on obtient l'équation de y de t. On a moins gt carré sur 2 plus v0t sin alpha plus h. 1 et on va noter cette expression 2. 1 et 2 sont ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. On voit que ce sont deux fonctions qui dépendent explicitement du temps. La variable c'est t. Alors, nous allons déterminer maintenant la trajectoire du postillon. La trajectoire du postillon, ce n'est ni y de t ni x de t, c'est y de x. C'est une fonction qui ne dépendra plus du temps, mais qui dépendra de x. Même si on le sait, x dépend implicitement cette fois du temps. Pour déterminer cette trajectoire, on doit supprimer donc le temps t de notre équation, laquelle de l'équation 2. Pour ça, on va reprendre l'équation 1. Alors x de t, on a son expression, on isole le temps t et on a t égale x sur v0 cos alpha. On injecte ce temps t qu'on vient de trouver dans l'équation 2. Et on va l'appeler par exemple, on peut l'appeler t étoile. Donc pour y qui vaut t égale t étoile, on remplace, on fait le calcul et on obtient l'équation de la trajectoire y de x. On a moins gx carré sur 2 v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha plus h. Ça, on va le noter 3. Et là, on voit bien que cette fonction ne dépend plus du temps, mais elle ne dépend que de x. Sauf que on pourrait dire x dépend du temps. Donc cette équation dépend du temps. Oui, mais là, elle dépend implicitement du temps. Ça ne se voit pas tout de suite. Là, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit qu'elle dépend de x. Donc elle dépend explicitement de x, mais elle dépend implicitement de t. D'accord? Alors, 3, c'est l'équation donc de la trajectoire. On remarque que c'est une équation du second degré en x. Vous voyez, on a 3 coefficients a, b et c qui sont moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, qui est strictement négatif. Pourquoi? Parce que g est positif et au dénominateur on n'a que des carrés, donc c'est toujours positif. Et on a un signe moins, donc a est toujours négatif. B c'est tangente alpha, et il sera supérieur ou égal à 0 dans notre cas. Pourquoi? Parce que alpha va varier entre 0 et pi sur 2 pour que notre postillon ait une trajectoire logique cohérente. Donc tangente alpha sur 0 pi sur 2, vu que c'est sin alpha sur cos alpha, et bien sin et cos alpha sur 0 pi sur 2 sont positifs ou nuls. Donc tangente alpha par quotient de fonction est positif ou nul. Et c c'est h, et h est plus grand ou égal à 0, parce que c'est une distance. Les quotients a, b, c sont les coefficients d'un trinôme du second degré, tels que f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a, b, c des réels, avec a strictement différent de 0, sinon on est sur une équation du premier degré. Alors si vous n'avez pas vu les équations du second degré, je vous renvoie vers ma vidéo des équations du second degré.
La première partie étant terminée, on a déterminé l'équation de la trajectoire de notre postillon si on considère que le poids et qu'on oublie les frottements. Maintenant, on va déterminer la portée de notre postillon. Donc la portée, c'est-à-dire à quelle distance peut aller notre postillon. Et ensuite, on verra ce que c'est que la portée max, c'est-à-dire au maximum, notre postillon, il peut aller jusqu'où, selon l'axe des X, c'est-à-dire horizontalement. Verticalement, on ne regardera pas jusqu'où on peut cracher un postillon. La hauteur ne nous intéresse pas ici. Alors, on reprend l'équation 2 et on va résoudre l'équation y de t égale 0. Pourquoi? Parce que y de t égale 0 signifie en fait que le postillon va retomber au sol. Puisque y de t égale 0, c'est soit il part de notre point initial, si h est égal à 0, ce qui n'est pas le cas, soit, deuxième option, il est retombé au sol, c'est-à-dire c'est en fin de mouvement. Y de t égale 0 signifie aussi que l'ordonnée est nulle. Donc ordonnée nul, c'est le sol. Donc ça veut bien dire que notre postillon est retombé. Donc s'il est retombé, c'est bien qu'il a atteint sa distance maximale, sa portée. Donc en résolvant cette équation, on a une équation du second degré en t. On va calculer le discriminant. On calcule le discriminant et on trouve deux solutions, puisque le discriminant sera strictement positif. Donc on a deux temps possibles, V0 sin alpha plus ou moins racine de V0 carré sin carré alpha plus 2GH, le tout divisé par G. Alors là on a deux solutions pour le temps. Vous savez que ce n'est pas possible. On n'a pas deux portées possibles, on n'en a qu'une seule. Donc il faut trouver quel temps correspond. On sait quoi? On va utiliser un argument physique. Le temps, il est soit nul, soit positif. Or, si on prend V0 sin alpha moins l'autre expression, on aura un nombre négatif. D'accord? V0 sin alpha, c'est plus petit que racine de V0 carré alpha sin carré alpha plus 2GH. Donc on va prendre l'autre expression. Notre temps t, qu'on va appeler t étoile, vaut donc V0 sin alpha plus racine de V0 carré alpha plus 2GH, le tout divisé par G. Alors ce temps t qu'on vient de trouver, ce t étoile, c'est quoi? C'est le temps que va mettre le postillon pour effectuer cette distance. On va remplacer t étoile dans notre équation 1 pour avoir notre portée. Pourquoi équation 1? Puisque c'est bien ce que l'on veut, c'est x, c'est la distance horizontale. Donc pour x, lorsqu'on prend t égale t étoile, on obtient l'expression suivante. Et on a l'expression générale, la plus générale possible, de notre portée. Et elle vaut V0 cos alpha sur G facteur 2 V0 sin alpha plus racine de V0 carré sin carré alpha plus 2GH. Ça, c'est l'expression de notre portée. Remarque, si on prend h égale à 0, eh bien, on va tomber sur une portée qui est égale à 2V0 carré 2V0 carré cos alpha sin alpha sur G. Ça, on peut utiliser une identité trigonométrique, 2 cos alpha sin alpha, ça donne sin 2 alpha. Et donc, on a l'expression de notre portée. V0 carré sin 2 alpha sur G. Maintenant, si on veut notre portée maximale, eh bien, vous savez que sin de quelque chose varie entre moins 1 et 1. Donc, le plus grand, c'est 1. Donc, si on veut que sin alpha 2 alpha, si on veut que sin 2 alpha soit égal à 1, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur vaut pi sur 2, puisque sinus de pi sur 2 égale 1. Donc 2 fois alpha doit valoir pi sur 2. Et on a du coup alpha égale pi sur 4, ce qui fait 45 degrés. Et pour cet angle particulier là, eh bien on a notre portée maximale. Et elle vaut quoi? V0 carré sur G, pour un angle de 45 degrés. Donc dans ces conditions-là, eh bien, on remarque que la portée est maximale pour un angle qui vaut 45 degrés. Et elle vaut quoi? Elle vaut V0 carré sur G. La portée maximale d'un objet, d'un corps, elle ne dépend que de sa vitesse initiale, si l'angle est fixé à 45 degrés. Sinon, elle ne dépend que de sa vitesse initiale et de l'angle de tir. Vous voyez, il n'y a que deux paramètres. La masse n'intervient pas du tout.
Maintenant, déterminons l'équation de la parabole de sûreté. Alors, la parabole de sûreté, c'est quoi? La parabole de sûreté, c'est une parabole, donc une fonction du second degré, qui est en quelque sorte l'enveloppe de toutes les trajectoires possibles et inimaginables quand on fait varier alpha, h et v0. Donc pour alpha, h et v0 fixés, eh bien, c'est la trajectoire maximale que le postillon peut atteindre. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette parabole de sûreté, eh bien, toutes les trajectoires sont possibles et atteignables par le postillon. Par contre, en dehors de cette parabole de sûreté, rien n'est atteignable pour ce postillon. C'est bien pour ça que ça s'appelle parabole de sûreté. Rien ne peut aller plus loin que cette parabole de sûreté. C'est comme une barrière, c'est comme un dôme, si vous voulez. Comme la série, on ne peut pas aller en dehors du dôme. Eh bien, c'est ça la parabole de sûreté. Et donc, on va déterminer son équation. Pour cela, on va reprendre l'équation 3, y de x, donc l'équation de la trajectoire, et on va encore utiliser la trigonométrie. 1 sur cos carré, on sait que c'est égal à 1 plus tangente carré. On a donc la transformation suivante dans notre équation de la trajectoire. On fait notre petite modification, on développe, et qu'est-ce qu'on obtient? Encore une équation du second degré, mais cette fois en tangente alpha. Avant c'était en x ou en t, et bien là, notre variable, c'est pas x, c'est pas t, c'est tangente alpha. Le discriminant, il doit être positif ou nul. Donc, ça nous impose quoi? Ça nous impose que notre discriminant, qui vaut x carré moins 4 gx carré sur 2v0 carré facteur de moins h plus y plus gx carré sur 2v0 carré, doit être positif ou nul. On développe cette expression, on isole y, puisque c'est ce que l'on veut, c'est l'équation, c'est une équation que l'on veut, et donc on a y égale v0 carré sur 2g moins gx carré sur 2v0 carré plus h. Donc pourquoi on a égalisé, pourquoi on a enlevé le inférieur? C'est parce que on prend le cas limite. Là, y inférieur ou égal, c'est-à-dire on prend toutes les trajectoires possibles de notre postillon. Le cas limite, c'est lorsqu'il y a égalité. C'est ça notre équation qui nous intéresse, c'est l'équation de la parabole de sûreté. Nous venons d'établir l'équation de la trajectoire, l'équation de la portée, ainsi que le cas particulier pour déterminer la portée max. Et nous venons de déterminer la parabole de sécurité, l'équation de la parabole de sûreté. Et maintenant, on va essayer de faire le lien entre les deux. Dans le cas général, le seul lien qu'on peut faire entre la parabole de sûreté et la portée, c'est que la portée sera strictement dans la zone incluse dans la zone de sûreté. Maintenant, si on prend un cas particulier, le cas où h égale 0 et alpha égale 0, on a notre portée qui va valoir v0 carré sin 2 alpha sur g. Et y de s, pour dire parabole de sûreté, elle vaudra quoi? Elle vaut toujours ce qu'elle vaut. Et si on isole x, on obtient cette expression, racine de v0 puissance 4 sur g carré, moins 2h v0 carré sur g, moins 2y v0 carré sur g. Si on veut notre portée maximale, x max, eh bien, il faut que notre postillon retombe au sol. Donc, quand il retombe au sol, on vient de dire avant que y égale à 0. Si on prend une hauteur initiale qui est nulle, c'est-à-dire le postillon, au lieu de partir de notre bouche, il partirait du sol en fait, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient v0 carré sur g. Donc, on retrouve quoi? On retrouve l'expression qu'on a trouvée avant, à partir de l'équation de la parabole de sûreté. Donc, pour la portée, si on veut la portée maximale, sin 2 alpha est égal à 1, cela revient à dire, comme on a dit tout à l'heure, alpha égale pi sur 4, et lorsqu'il n'y a pas de hauteur initiale, l'angle pour obtenir la portée maximale est de 45 degrés, on a alors la portée maximale qui est égale à notre distance maximale atteinte par un postillon, qui est la même expression, v0 carré sur g. Donc là, on vient de voir quoi? Dans le cas particulier où l'objet part du centre du repère, position initiale nulle, c'est-à-dire, et où l'angle initial est de pi sur 4, uniquement dans ces conditions, la portée est sur la délimitation
elle est sur cette parabole de sûreté. Et pour finir, on va répondre à notre question, à savoir, est-ce que la distance préconisée par le gouvernement qui est de 1 mètre est correcte ou pas? Alors, dans notre étude, on va prendre un angle de tir qui est d'environ 0 degré. En effet, quand on éternue, j'ai fait une recherche, on constate que l'angle est très faible. Il est proche de 0 degré. Quand on n'éternue jamais à 45 degrés vers le haut. La vitesse initiale, en moyenne, chez nous, elle est de 4,5 mètres par seconde. Ça peut être un peu au-dessus, ça peut être un peu en dessous. Au maximum, elle vaut, dans les records, 14 mètres par seconde. La hauteur d'un être humain normal, en tout cas le niveau de sa bouche, c'est 1,75 m. Donc on reprend la formule de notre portée, qu'on a trouvée précédemment. Donc là, dans le cas général, on remplace par nos valeurs et on trouve 2,69 mètres. On peut arrondir, on n'est pas au centimètre près, ça fait 2,70 mètres. Donc le postillon tombera à environ 2,70 mètres de sa position initiale. Donc il retombera au sol au bout de 2,7 mètres. Mais le postillon, dans ce cas-là, il tombe à nos pieds. Donc c'est-à-dire qu'on peut peut-être se rapprocher un peu. Peut-être que 2,70 mètres c'est un peu trop. Alors, on pourrait essayer de calculer la position du postillon, donc où est-ce qu'il atterrit sur notre corps, si l'on est à 1 mètre et que l'on mesure toujours 1,75 m. Il faut donc calculer y de 1, puisque x c'est la distance, vous êtes d'accord? Donc, si on remplace x par 1 pour dire 1 mètre, on calcule y de 1, donc l'image de 1 par la fonction y. Avec l'équation de la trajectoire, on obtient du coup 1,51. Donc c'est-à-dire en gros 1,50 m. Le postillon, donc 1,50 m, du pied jusqu'à 1,50 m, ça arrive à peu près sur notre plexus. Donc c'est-à-dire que si l'on se tient à 1 mètre d'une personne mesurant 1,75 m et qu'elle éternue et que ça va à 4,5 mètres par seconde, et bien si on est à 1 mètre d'elle, et bien ces postillons en moyenne arriveront sur notre plexus. Voilà, nous avons répondu à notre fameuse question. Est-ce que la distance de 1 mètre préconisée par le gouvernement est-elle suffisante? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, la science est partout autour de nous. Il suffit pour cela d'ouvrir son esprit. Bye.